Nous allons parler aujourd'hui de l'anatomie de la douleur et on va commencer par les structures impliquées dans la perception et l'analyse du signal douloureux. Donc tout d'abord, il y a le récepteur périphérique, c'est-à-dire le nocicepteur. Ensuite, ce nocicepteur, il est connecté au nerf afférent qui va emmener l'information vers le système nerveux central et plus exactement au niveau de la moelle spinale. Puis après, l'information va passer dans le tronc cérébral et puis finalement vers le cerveau dans ces deux compartiments, le diencéphale et le télencéphale, où ce signal va être analysé et interprété. Donc tous ces éléments-là constituent les voies de la douleur. Donc la moelle spinale, qui est le premier centre qui va recevoir l'information nociceptive, est un long cordon cylindrique aplati d'avant en arrière. Elle débute au niveau du trou occipital au-dessus de l'émergence de la première racine cervicale et sa limite inférieure se situe entre la première et la deuxième vertèbre lombaire. Elle va mesurer en moyenne 45 cm de longueur pour un diamètre de 1 cm et elle va peser, tenez-vous bien, 36 grammes. Alors voici une vue antérieure de la moelle spinale qui montre les différentes informations liées à la taille, à l'origine, à la terminaison, avec les différents renflements cervicales entre C5 et T1 qui concentrent le maximum de neurones, que ce soit moteur ou sensitif à ce niveau-là, puisqu'on aura la projection des dermatomes des membres supérieurs et des muscles des membres supérieurs. La partie thoracique, elle est assez mince parce qu'elle est due à la pauvreté du territoire sensitif au moteur. Et bien sûr, il y a le renflement lombaire qui correspond au lieu où on va trouver les neurones impliqués dans la somesthésie, c'est-à-dire la sensibilité du territoire des membres inférieurs, territoire cutané, et sur le plan moteur, les muscles, la commande des muscles des membres inférieurs. Alors voici une coupe horizontale de la moelle spinale qui montre les deux parties, la partie périphérique constituée de substances grises et la partie centrale, constituée de substances grises et la partie périphérique constituée de substances blanches qui constituent les prolongements des différents faisceaux. Alors, les racines dorsales des nerfs médulaires vont pénétrer dans le sillon dorsal latéral et elles vont véhiculer les informations sensitives. Et l'origine de chaque nerf rachidien va s'étendre sur une certaine hauteur de la moelle ou segment médulaire. Un segment et ses racines vont prendre en charge un territoire sensitif ou dermatome et un territoire moteur ou myotome. Alors il existe au niveau de la moelle spinale 31 segments médulaires qui vont être divisés ainsi, donc 8 segments cervicaux numérotés de C1 à C8, 12 segments thoraciques numérotés de T1 à T12, 5 segments lombaires numérotés de L1 à L5, 5 segments sacrés de S1 à S5 et un segment coccygien. Donc bien sûr, il y a des variations anatomiques, mais ce que je viens de vous dire est la présentation classique. Alors voici une vue 3D de la moelle spinale avec l'émergence des racines, que ce soit ventrale ou dorsale, et vous voyez que chaque racine, elle est elle-même constituée par des radicelles, et ces radicelles vont sortir sur toute la hauteur du segment médulaire. Donc il faut imaginer que, par exemple, un nerf spinal C5, par exemple, il est constitué de deux racines, une racine antérieure et une racine postérieure. Chaque racine est constituée de radicelles. Et vous voyez l'étalement des radicelles sur une certaine hauteur, et cette hauteur constitue le segment médulaire qui porte le même numéro du nerf correspondant. Donc sur cette image, si le nerf c'est le nerf C5, le segment médulaire va être le segment médulaire C5. Alors voici les dermatomes du corps humain. Ce qui est en noir, ce sont les dermatomes cervicaux. En bleu, les dermatomes thoraciques. En violet, les dermatomes lombaires, et on va retourner le prototype et on va trouver en rouge les dermatomes sacrés qui vont être concentriques au niveau des fesses pour trouver S5 et CO1, c'est-à-dire le premier dermatome coccygien, et le seul d'ailleurs, au niveau de la marge anale. Alors les cordons de la moelle spinale la moelle spinale est constituée de 3 cordons de chaque côté.
on va trouver le cordon ventral, le cordon latéral et le cordon dorsal. Alors voici la coupe transversale de la moelle spinale. Donc en avant, on va trouver le cordon ventral. Au milieu, on va trouver le cordon latéral. Et en arrière, on va trouver le cordon dorsal. Pour la substance grise, elle est divisée en corne ventrale et corne dorsale. La corne ventrale va être remplie de motoneurones, alors que la corne dorsale, elle va concentrer les neurones dédiés à l'analyse de l'information sensitive, c'est-à-dire les esthésioneurones. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est la partie structure, on l'a vu. Maintenant, on va parler de la partie fonctionnelle. Donc, les neurones de la substance grise présentent une organisation morphofonctionnelle en 10 lames. Là, je parle bien sûr de la corne postérieure. Donc, on va trouver 6 lames pour la corne postérieure. Pour les autres parties de la substance grise, ce n'est pas le sujet de notre communication aujourd'hui. Donc, la lame 1, elle se situe au niveau de l'apex de la corne dorsale. Elle va jouer un rôle dans la filtration de l'information nociceptive. La lame numéro 2 correspond à la substance gélatineuse qui joue un rôle de la modulation sensitive, c'est-à-dire elle va diminuer un peu, moduler un peu l'information sensitive nociceptive, on va le voir après. Les lames 3 et 4 constituent les relais médulaires de la sensibilité thermoalgésique, c'est-à-dire au niveau des lames 3 et 4, on va trouver le relais entre le premier neurone de la sensibilité qui a son corps cellulaire au niveau du ganglion spinal et le deuxième neurone de la sensibilité qui se trouve au niveau de ces lames 3 et 4. Et après, on va trouver les lames 5 et 6 qui vont contenir le relais médulaire de la sensibilité protopathique, c'est-à-dire la sensibilité du tact grossier, et de la sensibilité proprioceptive inconsciente, c'est-à-dire la sensibilité du tonus musculaire. Alors voici la représentation schématique des différentes lames. La lame 1 au niveau de l'apex de la corne dorsale. La lame 2, c'est la substance gélatineuse qui va filtrer l'information nociceptive. Les lames 3 et 4, c'est ça. C'est à ce niveau-là qu'on va trouver le deuxième neurone de la sensibilité thermoalgésique, c'est-à-dire la sensibilité du chaud, du froid et de la douleur. Et les lames 5 et 6, c'est là où on va trouver la sensibilité grossière, protopathique et la sensibilité proprioceptive inconsciente. Maintenant, une fois l'information est arrivée au niveau de la corne postérieure de la moelle, cette information elle va passer au niveau du centre supramédulaire en passant par les fibres de projection. Et donc, ce sont les fibres ascendantes ou les fibres sensitives et vont connecter la moelle aux structures sous-jacentes, c'est-à-dire le tronc cérébral et le cerveau. Alors, voici le schéma qui montre en bleu, vous voyez donc au niveau du ganglion spinal la fibre radiculaire sensitive avec le premier neurone au niveau du ganglion spinal, puis après il y a le relais au niveau de la substance grise avec le neurone de la sensibilité thermoalgésique, puis le départ de la fibre de projection ascendante, c'est-à-dire le prolongement du deuxième neurone qui va partir vers les centres supramédulaires. Alors pour les voies extéroceptives, c'est-à-dire la sensibilité cutanée, il faut savoir que les fibres de la sensibilité épicritique, c'est-à-dire les fibres de la sensibilité fine, sont véhiculées par les faisceaux graciles et cunéiformes au niveau du faisceau postérieur ou bien du cordon postérieur de la moelle. Et ça va normalement vous rappeler le syndrome cordonal postérieur qu'on va voir chez certains patients, qui est dû à la destruction de ces cordons postérieurs, que vous voyez ici sur ce schéma en bleu. Et les faisceaux cunéiformes et graciles vont transmettre la sensibilité épicritique, c'est-à-dire le tact fin, et cette voie ne va pas avoir un deuxième neurone au niveau de la moelle, mais son deuxième neurone va se trouver au niveau du tronc cérébral. Et on peut bien comprendre qu'au niveau de cette voie, si on a une destruction des cordons postérieurs de la moelle, on n'aura aucun signal sensitif cutané de la zone concernée, du dermatome concerné, ni des mouvements articulaires, puisque ce cordon chemine également la sensibilité proprioceptive consciente. Et ça s'appelle le syndrome cordonal postérieur. Alors que pour les fibres de la sensibilité tactile thermoalgésique, eh ben, le synapse il va se faire comme vous le voyez sur ce schéma-là. Donc vous voyez le premier neurone
où là où il y a les numéros 2 et 3, se situe au niveau du ganglion spinal. Puis, il va y avoir l'articulation ou bien la synapse avec le deuxième neurone de la sensibilité thermoalgésique. Donc, le neurone qui est situé au niveau des lames 3 et 4 pour la sensibilité thermoalgésique et dans les lames 5 et 6 pour la sensibilité tactile protopathique vont croiser la ligne médiane, se diriger en avant vers les cordons antérieurs de la moelle, mais de l'autre côté, pour aller vers les centres supramédulaires. Donc, contrairement à la sensibilité épicritique qu'on a vue tout à l'heure, là, le deuxième neurone n'est pas au niveau du tronc cérébral, mais il est là même au niveau de la moelle, au niveau de sa corne postérieure. Et les voies de la douleur, on les voit maintenant très clairement, qui vont croiser la ligne médiane, c'est-à-dire que le faisceau spinothalamique ou le tractus spinothalamique ventral gauche va transmettre les informations reçues par le ganglion spinal du côté droit. Donc ça, c'est une information importante à garder à l'esprit parce qu'elle va expliquer, par exemple, le syndrome syringomyélique qu'on va voir chez certains patients. On passe maintenant à l'analyse du tronc cérébral et des voies de la douleur au niveau du tronc cérébral. Donc, il comprend plusieurs centres nerveux dont certains ont un rôle vital et ces centres sont le siège de noyaux des nerfs crâniens et de la formation réticulée. Il consiste un lieu de passage très important entre la moelle spinale et le cerveau pour les grandes voies descendantes et ascendantes, comme le cas des fibres de la douleur, et il représente la structure nerveuse par où vont émerger la majorité des nerfs crâniens. Au niveau du tiers supérieur du pan vont émerger les racines du nerf trijumeau, la racine sensitive qui est très volumineuse, la racine motrice elle est plus en dedans, et ça on va le voir sur le schéma aussi. Donc voici le tronc cérébral avec ses trois étages. Donc l'étage le plus volumineux c'est l'étage moyen, c'est-à-dire le pan que vous pouvez voir sur ce schéma-là. L'étage un peu plus bas, on va trouver la moelle allongée, anciennement appelée le bulbe rachidien, et au-dessus du pan, on va trouver le mésencéphale, la structure qui va relier, c'est l'étage le plus haut du tronc cérébral, et qui va être relié au diencéphale du cerveau. Derrière le tronc cérébral, on va trouver le quatrième ventricule et le cervelet. Voici la face antérieure du tronc cérébral, on voit l'émergence des différents nerfs crâniens. Il y a un nerf assez particulier à voir, c'est le nerf trijumeau, parce qu'il assure la sensibilité, la fonction sensitive de toute la face. Donc, il y a toute une pathologie qui s'appelle la névralgie du trijumeau, qui est assez importante, qui est assez difficile à traiter aussi, et qui mérite une certaine description anatomique. Voici la vue latérale du tronc cérébral qui montre aussi l'émergence des différents nerfs crâniens au niveau du tronc cérébral. Et ce que je voulais vous montrer aussi, ce sont les nerfs, surtout le nerf du trijumeau. Donc il y a trois nerfs, les noyaux, pardon. Donc il y a trois noyaux, un noyau mésencéphalique, un noyau pontique et un noyau qui s'appelle le noyau du tractus spinal du 5, qui vont être habités par les deuxièmes neurones de la sensibilité, que ce soit tactile superficielle ou bien la sensibilité thermoalgésique, etc., du territoire cutané facial. Alors, les voies de sensibilité qui vont provenir de la moelle, donc on va trouver les faisceaux graciles et cunéiformes qui vont véhiculer la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive consciente. Le tractus spinothalamique qui va gagner le thalamus est lui-même divisé en deux parties. Le tractus spinothalamique ventral qui va véhiculer la sensibilité tactile grossière, protopathique, et le tractus spinothalamique latéral qui va véhiculer la sensibilité thermoalgique. Voici là également le schéma qui montre les différentes voies de transmission des informations cutanées qui vont parcourir le tronc cérébral pour atteindre donc, le cerveau, particulièrement le diencéphale, le thalamus. On va trouver le troisième neurone de la sensibilité, qu'elle soit thermoalgésique, protopathique ou superficielle.
Alors, le cerveau, quant à lui, il va contenir le diencéphale et le télencéphale. Voici le diencéphale au milieu, qui va contenir un noyau très volumineux de part et d'autre du troisième ventricule. Ce noyau s'appelle le thalamus. Donc, on a un thalamus droit et un thalamus gauche. Chacun va recevoir les voies sensitives qui ont déjà traversé le tronc cérébral et qui vont contenir les informations sensitives provenant donc des membres de la face, etc. Donc le thalamus, c'est le relais de presque toutes les afférences sensitivo-sensorielles et il exerce un contrôle sur la voie motrice extrapyramidale. Donc sur cette photo, on voit la face postérieure du tronc cérébral surplombée en haut par les deux masses thalamiques et ce que vous voyez numéroté en numéro 2 et 4, donc ce sont les tubercules quadrijumeaux de la face postérieure du mésencéphale. Voici la coupe frontale qui passe par le troisième ventricule, qui montre la localisation des thalamus par rapport au troisième ventricule et l'hypothalamus qui se trouve juste sous le thalamus. Et on comprend que dans certaines situations très douloureuses, on a quelques réactions végétatives qui sont dues en fait à cette proximité entre l'hypothalamus et le thalamus qui participe et qui va contenir le troisième neurone de la voie sensitive de presque toutes les voies sensitivo-sensorielles. Donc les projections thalamo-corticales de la voie néospinothalamique vont se faire dans le cortex sensitif du gyrus pariétal post-central et qui va assurer la composante sensoridiscriminative de la douleur. Donc le contingent paléospino-réticulothalamique, vous voyez combien c'est compliqué les dénominations en neuroanatomie, vont se projeter au niveau de la substance réticulée, donc qui va générer une réaction d'éveil. Donc quand on a mal, eh ben, la substance réticulée activatrice est activée, ce qui va générer donc une réaction d'éveil. Les noyaux des nerfs crâniens et les centres végétatifs du tronc à l'origine de réactions végétatives, par exemple cardiovasculaires, respiratoires, etc. L'hypothalamus, donc il existe une voie directe spino-hypothalamique qui est envisagée et qui va être à l'origine de réactions végétatives neuro-endocrines face à une situation douloureuse. Les noyaux gris centraux du striatum vont être à l'origine de réactions motrices automatiques et semi-automatiques de la douleur, par exemple comme les grimaces, comme les différentes gesticulations associées à la douleur. Le cortex préfrontal, c'est la sensation de souffrance qui va soutenir la composante affective, et le cortex limbique, il va mémoriser et générer les comportements de protection assurant la composante cognitivo-comportementale. Donc vous voyez que le thalamus, c'est un peu le noyau ou bien le centre qui va envoyer, qui va distribuer l'influx nerveux. C'est une plateforme, donc il va distribuer l'influx nerveux à différentes parties cérébrales et chacune elle va être à l'origine d'une réaction. Pour le cerveau, donc la partie la plus supérieure du cerveau, c'est le télencéphale. Il va comprendre entre autres le cortex cérébral et ce cortex cérébral lui-même est formé par la substance grise périphérique. C'est le centre supérieur et sa surface va représenter à peu près 22 000 cm², ce qui correspond à 2,2 m². Donc c'est une surface énorme qui est très plissée et qui est très réduite et qui est contenue donc dans la boîte crânienne. Je parle là seulement du cortex, donc 2,2 m² dans une boîte d'une vingtaine de centimètres de diamètre. C'est important pour la gestion de l'espace. Alors ce cortex cérébral, pour ces aires sensitivo-sensorielles réceptrices, elles sont divisées en différentes parties. L'aire somatosensitive ou l'aire 3, elle est située dans le gyrus post-central et on va la voir sur cette image-là. Donc c'est l'aire somesthésique et on voit le corps qui est schématisé mais d'une façon inversée au niveau de ce cortex sensitif. Et vous voyez, donc la première chose, c'est l'image du corps qui est inversée, mais aussi, vous voyez que les parties du corps ne sont pas représentées de la même manière.
Par exemple, le membre inférieur, qui est peut-être la partie la plus grande du corps humain, une division très importante, eh ben, elle est représentée d'une manière très pauvre sur le cortex sensitif. Par contre, le pouce, par exemple, il occupe une zone très importante, les lèvres aussi, le visage, la langue, donc les zones, la main, donc les zones qui sont très riches en récepteurs sensitifs sont plus représentées, ont plus de surface corticale, et c'est logique puisque on aura besoin de plus de neurones pour analyser un maximum d'influx nerveux. Contrairement au pied ou au dos, par exemple, au tronc, où on a une rareté des récepteurs cutanés, surtout rareté dans le nombre et une rareté dans la diversité aussi des récepteurs cutanés. Et vous voyez aussi comment la couronne thalamique, c'est-à-dire la substance blanche qui émerge du thalamus, qui va porter l'information sensorielle sensitivo-sensorielle vers le cortex sensitif, quellement elle va s'ouvrir en éventail pour alimenter ce cortex sensitif par les différentes fibres provenant du tronc cérébral et ces fibres provenant du tronc cérébral sont elles-mêmes les prolongements des fibres provenant de la moelle spinale. Donc voici sur le cerveau la projection des différentes aires de la sensibilité, l'aire somatosensitive qui est directement rétro derrière le sillon qui va séparer le lobe frontal du lobe pariétal. C'est la partie la plus antérieure du lobe pariétal. L'aire somatopsychique de perception, l'aire somatopsychique d'interprétation et l'aire somatognosique de reconnaissance. Ces aires-là vont être, bien sûr, l'information va passer d'une aire à une autre aire pour être interprétée. À chaque fois que l'information passe d'une aire à une autre, l'analyse est plus importante. Par exemple, si vous avez les yeux fermés et on vous touche par un objet quelconque, alors tout d'abord, vous allez localiser, grâce à la première aire somatosensitive, vous pouvez localiser l'endroit où se situe la stimulation, mais vous n'arrivez pas encore là à deviner l'objet avec qui on vous a touché. La deuxième aire somatopsychique de perception, ben là vous allez comprendre si cet objet est solide, la consistance, la température, la forme, etc., etc. Donc plusieurs informations vont s'ajouter au niveau de cette aire somatopsychique de perception. L'aire somatopsychique d'interprétation, est-ce que la sensation elle est désagréable, plutôt agréable, etc. Donc vont s'ajouter d'autres éléments d'interprétation. Et au niveau de la dernière partie, c'est-à-dire l'aire somatognosique de reconnaissance, après avoir réuni tous ces éléments-là, bien sûr, ces éléments, ces propriétés vont être confrontés aux données de la mémoire. Et s'il y a des objets qui correspondent à cette sensation qu'on a vue, qu'on a expérimenté avec l'objet, eh ben on va dire oui, vous m'avez touché avec par exemple une lampe, une bougie, un crayon, une aiguille, etc. Puisque on a déjà une information similaire qui est déjà emmagasinée dans la mémoire. Donc voici un peu le schéma ou bien les structures anatomiques qui sont impliquées dans la gestion de la douleur. Donc si on résume le circuit de transmission de la douleur, il va passer par le nerf périphérique, lui-même qui va traverser la moelle spinale, puis passer dans le tronc cérébral, vers le diencéphale, majoritairement le thalamus, puis vers le cortex cérébral. Tout au long de ce circuit, l'information sensitive, elle va être bien sûr modelée, elle va être soit amplifiée, soit au contraire, elle va être inhibée. L'information, à chaque niveau, elle va gagner de la signification pour enfin être interprétée au niveau du cortex cérébral. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'une douleur va garder une certaine séquelle, va être mémorisée, la douleur elle est mémorisée et elle peut être bien sûr très nocive, mis à part la souffrance aiguë, elle peut avoir une souffrance différée. Voilà, je vous remercie.